Économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci d'être au rendez-vous de l'actualité. Vous êtes sur Africable Télévision. Voici les titres de ce journal. Au Congo, le gouvernement accuse l'hôpital de Panzi de fraude fiscale. Selon Kinshasa, le docteur Mukwege aurait recruté des employés sans son accord. Il vient de recevoir le soutien de la Belgique. Célébration dans la nuit de samedi à dimanche du Maouloud. Des milliers de fidèles musulmans ont convergé vers les lieux de culte et autres espaces aménagés pour l'occasion. Une ferveur que vous pourrez suivre dans ce journal. Et puis la Guinée équatoriale qui s'apprête à organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Des stades et autres infrastructures sont en réfection ou en reconstruction à 2 semaines du coup d'envoi. Un défi à relever pour la réussite de cet événement sportif. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. C'est sur la République démocratique du Congo que nous ouvrons ce journal. Le docteur Mukwege, qui soigne les femmes victimes de viols dans l'est du pays, a appris que les comptes bancaires de son hôpital avaient été bloqués par le gouvernement. L'hôpital situé à Panzi serait aussi victime d'un harcèlement fiscal. Le docteur Mukwege vient de recevoir un soutien de taille, celui de la Belgique. Ils réclament justice, demandent qu'on libère leur salaire. Chaque jour, depuis le 31 janvier, ces agents de l'hôpital de Panzi, la célèbre structure créée par le docteur Mukwege pour soigner les victimes de viols dans l'est du Congo, se retrouvent pour un sitting pacifique devant la direction des impôts du Sud Kivu. Celle-ci a bloqué les comptes de l'hôpital, saisi plus de 35 000 euros et exige le paiement d'un impôt local sur les primes versées au personnel. Je vois très mal comment l'État peut réclamer des taxes sur des dons, sur des primes qu'on doit accorder à ce personnel qui appartient à l'État. Ce sont des agents de l'État qui travaillent dans un hôpital de l'État. Le docteur ne comprend pas pourquoi son hôpital serait le seul à être soumis à un régime fiscal différent de celui des autres hôpitaux congolais. Il espère pouvoir rapidement payer ses 300 employés, mais la direction des impôts, elle, justifie son action. Il s'agit d'un dossier normal des recouvrements d'impôts. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a des aspects politiques. Il n'y a pas d'acharnement contre l'hôpital. Les déboires du docteur Mukwege, célèbre dans le monde entier pour son combat contre les violences faites aux femmes et lauréat du prix Sakharov en 2014, émeuvent au-delà des frontières congolaises. En Belgique, son frère qui tente de mobiliser les instances internationales parle d'acharnement politique. Que le monde voit, il y a un problème de haine, d'acharnement sur une personne et qui n'est pas protégé, parce qu'il est censé être protégé par les autorités de son pays. Mais arriver à ce point-là, ça dépasse toutes les limites. À Bukavu, les soignants restent mobilisés malgré les interventions violentes de la police. Si rien n'est fait d'ici la fin de la semaine, les 500 patients hospitalisés à Panzi ne pourront plus être soignés. Au Niger, la femme de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, et l'ex-directeur général de la Sony Bank en liberté provisoire dans l'affaire dite des bébés importés ont été interpellés alors qu'ils se déplaçaient à l'intérieur du pays et conduits à la police judiciaire. Leur avocat vient d'animer un point de presse dont voici un extrait recueilli par Sarki Aboubakar et Raza Kabashi. Mon client Moussa Haïtou, qui est poursuivi avec beaucoup d'autres personnes dans l'affaire des suppositions d'enfants, se rendait à Koremeroua ce matin quand il est arrivé au niveau du poste de péage route d'Osso. Il y trouva fortuitement l'épouse de M. Hama Amadou, qui est sa coprévenue, qui est également poursuivie pour supposition d'enfants, au niveau de ce poste de péage. Et tous les deux
se sont vus notifier l'interdiction formelle de franchir ce poste de péage. Le fait aujourd'hui d'entraver ou d'empêcher à nos clients de se déplacer sans qu'aucune infraction ne leur soit notifiée, sans qu'il y ait des faits nouveaux, sans que leur mise à liberté provisoire n'ait été révoquée. Cela est gravissime, je pense, et doit interpeller l'opinion nationale et internationale. Je fais appeler un huissier de justice qui a constaté cet état de fait. Nous porterons plainte dès le lundi pour entrave à la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale. Un mot de justice encore. En Égypte, le procès pour débauche des 26 hommes arrêtés dans un hammam du Caire est ajourné jusqu'à demain. La défense des accusés soupçonnés d'homosexualité devrait continuer ce lundi. Cette affaire est loin d'être un cas isolé. Fin décembre, 8 hommes ont ainsi été condamnés à 1 an de prison après être apparus dans une vidéo filmée lors d'un mariage gay selon le parquet. Direction la Libye, Abou Anas al-Libi est mort vendredi des suites d'un cancer dans une prison de New York. Ce Libyen était accusé par les États-Unis d'être l'un des responsables des attentats d'Al-Qaïda contre 2 ambassades américaines en Afrique. Des attentats qui avaient fait 213 morts en 1998. Son fils accuse aujourd'hui les États-Unis d'être responsables de la mort de son père. Sa capture en octobre 2013 est digne d'un scénario hollywoodien. Tripoli, 6h38, il fait encore nuit. Dans la voiture noire, Abou Anas al-Libi rentre de la mosquée quand une camionnette et un minibus surgissent. Des hommes armés enlèvent celui dont la tête est mise à prix 5 millions de dollars. Ce commando d'élite de la CIA et du FBI l'emmène ensuite sur un navire militaire pour l'interroger avant de le remettre une semaine plus tard aux policiers new-yorkais. Abou Anas al-Libi, de son vrai nom Nazi Abdel Ahmed al-Raghi, est un responsable présumé d'Al-Qaïda, considéré comme un expert en informatique et en communication. Les États-Unis l'accusent d'avoir participé aux attentats du 7 août 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, des attaques qui avaient fait plus de 220 morts et 5000 blessés. Mais l'homme qui avait plaidé non coupable ne sera jamais jugé. Le Libyen de 50 ans souffrait d'un cancer du foie et d'une hépatite C. Il est décédé vendredi soir dans un hôpital de l'État de New York, 10 jours avant l'ouverture de son procès. D'une affaire à une autre, les affaires de viol en Inde se multiplient. 5 hommes ont été arrêtés pour le viol collectif d'une touriste japonaise. La victime a été séquestrée pendant près d'1 mois. Enlevée, rançonnée, violée ou le calvaire d'une touriste japonaise de 22 ans à Calcutta en Inde. Dimanche, les autorités de l'État du Bengale occidental ont annoncé l'arrestation de 5 suspects. Nous avons reçu une plainte d'une touriste japonaise, une jeune femme. Elle a été victime d'un viol puis de viols collectifs. Pour le moment, 5 personnes ont été arrêtées. Nous sommes toujours à la recherche d'autres complices. À son arrivée le 20 novembre dernier, la jeune japonaise a rencontré 3 hommes qui auraient réussi à lui extorquer de l'argent. Puis, elle aurait été livrée à 2 frères et enfermée dans le sous-sol d'une maison à proximité d'un sanctuaire bouddhiste réputé. Là, elle aurait été violée à de multiples reprises pendant près d'1 mois. C'est difficile de dire si la femme a été kidnappée ou non. Les premiers éléments de l'enquête, d'après ces informations, montrent qu'elle a sympathisé avec les accusés. Ces éléments montrent aussi qu'elle a même visité leur maison. La jeune femme a finalement réussi à s'échapper. Avec l'aide de touristes japonais, elle a pu contacter le consulat du Japon à Calcutta. Ce crime intervient 2 ans après le viol collectif dans un bus d'une étudiante de 23 ans morte de ses blessures. Ce qui avait alors déclenché des manifestations de masse en Inde et un durcissement de la loi sur les agressions sexuelles.
Vol d'Air Asia, les recherches se poursuivent au large de Bornéo. 34 corps ont déjà été remontés à la surface. 5 morceaux de l'avion ont été retrouvés. Selon les enquêteurs indonésiens, la météo serait bien à l'origine de la catastrophe. L'avion aurait traversé des nuages où la température était de moins 80 degrés et les moteurs ont été endommagés par le givre. Nuit tombée, ce sont 4 nouveaux corps que l'on ramène à terre au terme d'une nouvelle journée de recherche infructueuse, la 8e. Et les officiels en sont encore au stade des hypothèses. Nous pouvons dire que lors du crash, le corps de l'avion s'est fissuré, s'est détaché ou bien s'est séparé de sa queue. Les boîtes noires sont situées dans la queue de l'appareil et nous n'avons aucune confirmation exacte de leur localisation. Et pourtant, elles sont déterminantes dans l'enquête. En attendant, les experts de la météo indonésienne avancent dans un long rapport leurs propres hypothèses. Pour eux, les mauvaises conditions ont bien été un facteur déclenchant et ils désignent un coupable, le givre. Le phénomène est pourtant bien connu des pilotes. Il peut en effet endommager les moteurs ou bien modifier l'aérodynamique des ailes, voire alourdir un appareil de plusieurs tonnes. Conséquence, l'avion peut très vite devenir incontrôlable. C'est ce qui s'était produit en août 2005 au Venezuela lors du crash du vol 708 de la West Caribbean avec 160 personnes à bord. Pourtant, des systèmes de dégivrage existent et sont depuis utilisés de façon quasi systématique avant d'entrer dans un nuage. La formation de givre également pointée du doigt il y a 5 ans lors de la disparition en mer du vol Rio-Paris d'Air France avec 228 personnes à bord. Cette fois-ci, le fonctionnement des sondes de vitesse aurait été perturbé, fournissant aux pilotes des données erronées. Les autorités indonésiennes enquêtent également sur des infractions commises par la compagnie Air Asia, soupçonnée d'avoir fait emprunter à l'avion un couloir aérien sans autorisation. Et on en vient à présent à l'un des titres de cette édition avec la célébration ce samedi du Mawlud 2015. Le Mawlud, c'est l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Une ferveur dans la communion et la fraternité que je vous invite à présent à suivre. nafolotigi de be fantan ka nafoloni mina ka fara aleta ka Cette veille de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a été célébrée partout dans la capitale malienne. Les espaces publics, les mosquées et les stades étaient pris d'assaut par les fidèles sortis nombreux pour prendre part à cet événement qui recouvre une signification profonde. Sa célébration, chaque année, est l'occasion pour les fidèles d'invoquer Allah, notre Créateur, et de rendre un vibrant hommage à son prophète de l'islam. Le thème de cette année, c'est la réconciliation nationale entre les uns et les autres, entre les Maliens, entre toutes les musulmanes. Cette paix, elle est obligatoire. Il faut que la paix soit entre soi-même, entre vous et votre voisin, et vous, et tout le monde entier. La commémoration de la naissance du prophète Salli ala Rasoul est une occasion pour nous, une occasion aussi pour le Mali, une occasion pour l'Afrique, et la sensibilisation qui s'est faite à la fois sur la maladie dont d'autres personnes ne croient pas. Heureusement que le religieux Chérif Ousmane Madan Aïdra nous a donné la véracité sur ce phénomène-là. Cet anniversaire a été un moment pour les imams et guides spirituels d'inciter les fidèles à se rappeler du prophète et de ses discours sur la paix, la justice, la tolérance, les bienfaits, de son parcours et de ses miracles dans la religion musulmane. Bref, un modèle pour l'humanité. Une occasion également pour le représentant du ministère malien des Affaires religieuses et du culte de porter des messages. C'est l'occasion ce soir de porter ces messages et aussi de demander aux citoyens, aux oulémas, de prier pour le Mali, pour que la paix revienne au Mali, que le Mali reste uni dans sa diversité et que Dieu nous protège contre cette menace qui est menace
cette maladie à virus Ebola, et que Dieu pacifie notre pays et que la paix règne dans le monde. Ces moments de communion et de partage ont été mis à profit pour informer et sensibiliser les fidèles sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Des prières, des bénédictions et des vœux pour le retour de la paix au Mali ont clos cette nuit de Maouloud. Religion toujours. Être musulman en Guinée équatoriale, est-ce possible? Oui, dans les textes, le régime de Malabo prône la liberté de culte. Si la pratique de cette religion est autorisée, il n'en demeure pas moins qu'elle distance encore les rapports du musulman équato-guinéen de souche avec ses compatriotes. Ismaël Obianzé, qui vient de séjourner à Malabo, nous parle du cas d'Aboubacar Desboko dans ce reportage. À 45 ans, ce supporter du FC Barcelone est un musulman pur jus de Malabo, le premier des Équato-Guinéens à avoir choisi la religion révélée au prophète Mohamed, paix et bénédiction soit sur lui. Les problèmes d'Aboubacar Cardin commencent le jour où il accepte l'appel d'un frère, l'invitant à s'islamiser, alors que ce jeune de Nubéli à Malabo n'a que 12 ans. Son engagement va le distancer d'avec sa famille jusqu'à entamer une sorte de fugue vers le Cameroun. Je dormais dans les mosquées parce que j'étais rejeté par tous mes parents. Donc je dormais dans les mosquées, c'est dans les mosquées qu'il m'a vu. Il a dit non vraiment, quel est ce beau enfant et comment se fait-il que je dors dans les mosquées. Donc il m'a vu, il m'a dit non, pourquoi je n'ai pas eu accompagné au Cameroun, que je viens vivre avec lui au Cameroun. Nous le suivons ici à Kayebata, un secteur de Malabo qu'il a vu naître. Ses parents y vivent encore, notamment sa petite sœur. Il est l'aîné d'une famille de 9 enfants. De retour d'exil au Cameroun et même au Gabon, Aboubacar a renoué avec ses parents. À mon retour, ma mère a vu mon comportement, que vraiment je remercie Dieu de m'avoir donné ce comportement parce que je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais allé en boîte. Ma mère a vu ça, ma mère s'est convertie à l'islam. Malgré cela, ce câble opérateur et par ailleurs cuisinier fait face à une sorte de stigmatisation des voisins dans ce sous-quartier de Bonasperanza à Malabo où il vit avec son épouse chrétienne et ses 2 enfants. En Guinée, le jeune frère aime la boisson, aime la vie. Mais quand il ne me voit pas embrasser ce genre de vie, je n'ai pas tellement de relations avec eux. Mais quand ils viennent me voir, je les prends, je fais ce que je peux faire avec eux. On estime à peine 20 000 le nombre actuel des musulmans vivant en Guinée équatoriale et dont le gros des fidèles arrivent de l'Afrique de l'Ouest. Raison évoquée, le pays de Théodore Obiangema, bien que prônant la liberté du culte, est avant tout une terre des chrétiens catholiques. Merci Ismaël Obianzé pour ce réflexe. Et nous restons toujours en Guinée équatoriale pour parler cette fois de sport. Car le pays va organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un défi à relever pour la réussite de cet événement sportif après le succès de 2012. Stades et autres infrastructures sont en réfection ou en reconstruction, mais il ne reste plus que 2 semaines avant le coup d'envoi de l'épreuve à Bata le 17 janvier prochain. Nous dit ici Ismaël Obianzé, notre envoyé spécial à Malabo. En moins de 2 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, pas grand-chose dans les rues de Malabo qui indique que la fête du football africain est prévue dans le pays. Une ambiance sans doute normale, la Guinée équatoriale n'aura eu qu'à peine 2 mois pour préparer l'événement, poliment boudé par le Maroc. On travaille pour faire tout le possible. Le 17 janvier, c'est la venue de la Coupe d'Afrique, tous les préparatifs. On ne peut pas dire que 100% on va arriver dans de la voiture. En tout cas, je pense que la compétition ça va rouler très bien. Le comité d'organisation de la CAN 2015 en Guinée est à pied d'œuvre pour accorder des facilités à tous les Africains qui voudront bien se rendre en Guinée pendant cette période. Mais la priorité aux qualifiés qui pourraient très vite accéder à toutes les procédures administratives. La stratégie qu'on a fait pour les ambassades de la Guinée équatoriale en Afrique, Cameroun, Gabon, Ghana, Bénin, l'Afrique du Sud, on va envoyer les tickets. Et comme ça, toutes les personnes qui achètent les tickets pour voir les matchs, on va prioriser les pays qui sont qualifiés. Les pays qui sont qualifiés, on va prioriser les tickets pour les pays.
et il est joué la Coupe d'Afrique. C'est pour ça les supporters qu'il a fait les tickets dans les matchs, on les donne les tickets. La CAN 2015, c'est pour bientôt. La Guinée équatoriale donne aussi les nouvelles du Zalan national. L'équipe est en préparation au Portugal. Ses visiteurs sont donc avertis. Disport toujours, et toujours avec la CAN 2014. À quelques jours du coup d'envoi de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, les équipes nationales qualifiées dévoilent leur nouveau maillot. Au Mali, l'équipementier Ernest a respecté la tradition en présentant officiellement le nouveau maillot des Aigles du Mali, une occasion saisie par le groupe MK Promotion de renouveler son contrat avec la Fédération malienne de football. C'est un compte rendu de Yacouba Dansoko et de Daouda Doumbia. Ça y est, les nouveaux maillots des Aigles pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale ont été dévoilés le samedi 3 janvier 2015 par l'équipementier Ernest. Ce sont des maillots différents des précédents. Ils ont été conçus après plusieurs études. Ces nouveaux maillots de l'équipe nationale du Mali mettent plus à l'aise les joueurs afin qu'ils puissent développer leurs performances, surtout à la CAN. Ils prônent la solidarité et l'union. Sur la poitrine, les trois couleurs nationales, le vert, le jaune et le rouge, forment la lettre V, synonyme donc de victoire d'un peuple uni et fort. Les nouveaux maillots des Aigles ont été baptisés Madiba, en hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, décédé il y a un peu plus d'1 an. Le second temps fort de la cérémonie a été marqué par le renouvellement du contrat entre la Fédération malienne de football et MK Production. Le nouveau bail de 4 ans entre la FEMAFOOT et le groupe Ernest est plus juteux. Il prend désormais en compte les équipes de la Ligue 1 et celles de la Ligue 2 et s'étend à la Coupe du Mali et au championnat national de Ligue 1. La manne financière a enregistré une augmentation de 100%, soit 1,8 milliard de francs CFA. La dotation financière passe de 50 000 euros, soit 32 800 000 francs CFA par an, à 100 000 euros, soit 65 600 000 par an, soit une augmentation de 100%. À compter de la saison 2014-2015, donc la saison qui démarre, la société MK Promotion s'engage à fournir à la Fédération malienne de football des équipements d'une valeur totale de 250 000 euros par année contractuelle, soit une valeur globale sur la durée complète du contrat de 1 million d'euros, soit une augmentation de 300%. Afin de promouvoir les valeurs du sport et en particulier celles du football, la Fédération malienne de football et la société MK Promotion ont convenu de co-organiser annuellement une cérémonie dénommée les Talents d'Or. En plus d'être l'équipement entier exclusif de toutes les sélections nationales, M. Koné s'est engagé à soutenir la fédération dans les phases finales de la Coupe du Mali, à offrir quelques équipements à la fédération pour les équipements de première et de deuxième division. Un dîner gala organisé par l'Alliance pour la paix et la solidarité, dont le promoteur d'Ernest, Malamine Koné, en est l'initiateur et président d'honneur, a mis fin à cette cérémonie. Voilà, ce mot de sport referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, la suite de vos programmes, magazine Eco Hebdo à partir de 20h30, suivi de Mouy Show à partir de 21h GMT et le téléfilm africain Les filles matérialistes, deuxième partie à partir de 22h15 GMT. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.